Bonjour à tous, installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez. Bienvenue dans les histoires du soir. Je vais vous lire le roman intitulé « Le blé en herbe » de Colette. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans les histoires du soir pour tous. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Je vais vous lire le roman intitulé « Le blé en herbe » de Colette. Bonne écoute. Tu vas à la pêche, Vinka ? D'un signe de tête hautain, la pervenche, Vinka, aux yeux couleur de pluie printanière, répondit qu'elle allait, en effet, à la pêche. Son chandail reprisé en témoignait, et ses espadrilles racornies par le sel. On savait que sa jupe à carreaux bleus et verts, qui datait de 3 ans et laissait voir ses genoux, appartenait à la crevette et au crabe. Et ses 2 avenaient sur l'épaule, et ce béret de laine hérissé et bleuâtre comme un chardon des dunes, constituait-il une panoplie de pêche, oui ou non ? Elle dépassa celui qui l'avait ailée. Elle descendit vers les rochers, à grandes enjambées de ses fuseaux maigres et bien tournés, couleur de terre cuite. Philippe la regardait marcher, comparant l'une à l'autre Vinka de cette année et Vinka des dernières vacances. A-t-elle fini de grandir ? Il est temps qu'elle s'arrête. Elle n'a pas plus de chair que l'autre année. Ses cheveux courts s'éparpillent en paille raide et bien dorée, qu'elle laisse pousser depuis 4 mois, mais qu'on ne peut ni tresser ni rouler. Elle a les joues et les mains noires de hâle, le cou blanc comme lait sous ses cheveux, le sourire contraint, le rire éclatant, et si elle ferme étroitement, sur une gorge absente, blousons et chandails, elle trousse jupe et culotte pour descendre à l'eau, aussi haut qu'elle le peut, avec une sérénité de petit garçon. Le camarade qui l'épiait, couché sur la dune à longs poils d'herbe, berçait sur ses bras croisés son menton fendu d'une fossette. Il compte 16 ans et demi, puisque Vinka atteint ses 15 ans et demi. Toute leur enfance les a unis, l'adolescence les sépare. L'an passé, déjà, ils échangeaient des répliques aigres, des oreillons sournois. Maintenant le silence, à tout moment, tombe entre eux si lourdement qu'ils préfèrent une bouderie à l'effort de la conversation. Mais Philippe, subtil, né pour la chasse et la tromperie, habille de mystère son mutisme et s'arme de tout ce qui le gêne. Il ébauche des gestes désabusés, risque des « à quoi bon ?» Tu ne peux pas comprendre. Tandis que Vinka ne sait que se taire, souffrir de ce qu'elle tait, de ce qu'elle voudrait apprendre, et se raidir contre le précoce, l'impérieux instinct de tout donner, contre la crainte que Philippe, de jour en jour changé, d'heure en heure plus fort, ne rompe la frêle amarre qui le ramène, tous les ans, de juillet en octobre, au bois touffu incliné sur la mer, aux rochers chevelus de focus noirs. Déjà, il y a une manière funeste de regarder son ami fixement, sans la voir, comme si Vinka était transparente, fluide, négligeable. C'est peut-être l'an prochain qu'elle tombera à ses pieds et qu'elle lui dira des paroles de femme. « Phil, ne sois pas méchant, je t'aime. Phil, fais de moi ce que tu voudras. Parle-moi, Phil. » Mais cette année, elle garde encore la dignité revêche des enfants, elle résiste, et Phil n'aime pas cette résistance. Il regardait la plate et gracieuse fille qui descendait à cette heure vers la mer.
Il n'avait pas plus l'envie de la caresser que de la battre, mais il la voulait confiante, promise à lui seul, et disponible comme ces trésors dont il rougissait. Pétales séchés, billes d'agate, coquilles et graines, images, petite montre d'argent. « Attends-moi, Vinka, je vais à la pêche avec toi, » cria-t-il. Elle ralentit le pas sans se retourner. Il atteignit en quelques bonds et s'empara d'un des avenets. « Pourquoi en avais-tu pris 2 ? » « J'ai pris la petite poche pour les trous étroits et mon avenait à moi comme d'habitude. » Il plongea dans les yeux bleus son plus doux regard noir. « Alors ce n'est pas pour moi ?» En même temps, il lui offrait la main pour franchir le mauvais couloir de rochers et le sang monta sous le hâle des joues de Vinka. Un geste nouveau, un regard nouveau suffisait à la confondre. Hier, il battait les falaises, sondait les trous côte à côte, à chacun son risque. Aussi leste que lui, elle ne se souvenait pas d'avoir requis l'aide de Phil. « Un peu de douceur, Vinka, » pria-t-il en souriant, parce qu'elle a retiré sa main d'un trop grand geste anguleux. « Qu'est-ce que tu as donc contre moi ?» Elle mordit ses lèvres, fendillée par les plongeons quotidiens, et chemina sur les rochers hérissés de balanes. Elle réfléchissait et se sentait pleine de doutes. Qu'a-t-il donc lui-même ? Le voici prévenant, charmant, et il vient de lui offrir la main comme à une dame. Elle abaissa lentement la poche de filet dans une cavité où l'eau marine, immobile, révélait des algues, des holoturies, des loups, rascasses tout en tête et en nageoires, des crabes noix à passepoil rouge et des crevettes. L'ombre de fil obscurcit la flaque ensoleillée. « Ôte-toi donc. Tu mets ton ombre sur les crevettes et puis c'est à moi ce grand trou-là. » Il n'insista pas et elle pêcha toute seule, impatiente, moins adroite que de coutume. 10 crevettes, 20 crevettes échappèrent à son coup de filet trop brusque, pour se tapir dans des fissures d'où leur barbe fine tâte l'eau et nargue l'engin. « File, viens, file, c'en est rempli de crevettes, et elles ne veulent pas se laisser prendre. » Il approcha, nonchalant, se pencha sur le petit abîme pullulant. « Naturellement, c'est que tu ne sais pas. »« Je sais très bien, » cria Vinka aigrement. « Seulement, je n'ai pas la patience. » Phil enfonça le havenet dans l'eau et le tint immobile. Dans la fente de rocher, chuchota Vinka derrière son épaule. Il y en a de belles, belles. Tu ne vois pas leurs cornes ? Non, ça n'a pas d'importance. Elles viendront bien. Tu crois ça ? Mais oui, regarde. Elle se pencha davantage et ses cheveux battirent, comme une aile courte et prisonnière, la joue de son compagnon. Elle recula, puis revint d'un mouvement insensible pour reculer encore. Il ne parut pas s'en apercevoir, mais sa main libre attira le bras nu, hâlé et salé de Vinka. « Regarde, Vinka, la plus belle qui vient. » Le bras de Vinka, qu'elle déroba, glissa jusqu'au poignet dans la main de Phil comme dans un bracelet, car il ne le serrait pas. « Tu ne l'auras pas, Phil, elle est repartie. » Pour suivre mieux le jeu de la crevette, Vinka rendit son bras jusqu'au coude, à la main demi-fermée. Dans l'eau verte, la longue crevette d'agate grise tâtait du bout des pattes, du bout des barbes, le bord du havenet. Un coup de poignet et,
Mais le pêcheur tardait, savourant peut-être l'immobilité du bras docile à sa main, le poids d'une tête voilée de cheveux qui s'appuya, un moment vaincu, à son épaule, puis s'écarta, farouche. « Vite, Phil, vite, relève le filet. »« Oh, elle est partie. Pourquoi l'as-tu laissée partir ?» Phil respira, laissa tomber sur son ami un regard où l'orgueil, étonné, méprisait un peu sa victoire, il délivra le bras mince qui ne réclamait point sa liberté, et brouillant à coups d'avenée toute la flaque claire. Oh, elle reviendra, il n'y a qu'à attendre. Ils nageaient côte à côte. Louis, plus blanc de peau, la tête noire et ronde sous ses cheveux mouillés, elle, brûlée comme une blonde, coiffée d'un foulard bleu. Le bain quotidien, joie silencieuse et complète, rendait à leur âge difficile à payer l'enfance, toutes deux en péril. Vinka se coucha sur le flot, souffla de l'eau en l'air comme un petit phoque. Le foulard tordu découvrait ses oreilles roses et délicates, que les cheveux abritaient pendant le jour, et des clairières de peau blanche aux tempes qui ne voyaient la lumière qu'à l'heure du bain. Elle sourit à Philippe. Et sous le soleil de 11 heures, le bleu délicieux de ses prunelles verdit un peu au reflet de la mer. Son ami plongea brusquement, saisit un pied de Vinka et la tira sous la vague. Ils burent ensemble, reparurent crachant, soufflant et riant comme s'ils oubliaient. Elle ses 15 ans tourmentée d'amour pour son compagnon d'enfance, lui ses 16 ans dominateur, son dédain de joli garçon et son exigence de propriétaire précoce. « Jusqu'au rocher ?» cria-t-il enfant dans l'eau. Mais Vinka ne le suivit pas et gagna le sable proche. « Tu t'en vas déjà ?» Elle arracha son bonnet comme si elle se scalpait et secoua ses raides cheveux blonds. « Un monsieur qui vient déjeuner ? Papa a dit qu'on s'habille. » Elle courait, toute mouillée, grande et garçonnière, mais fine, avec de longs muscles discrets. Un mot de fil l'arrêta. « Tu t'habilles ? Et moi ? Je ne peux pas déjeuner en chemise ouverte, alors ? » « Mais si, Phil, tout ce que tu veux. D'ailleurs, tu es beaucoup mieux décolleté. » Le petit masque mouillé et hâlé, les yeux de la pervenche exprimèrent tout de suite l'angoisse, la supplication, un revêche désir d'être approuvé. Il se tut avec morgue et Vinka gravit le pré de mer fleuri de scabieuses. Phil grommela, tout seul, en battant l'eau. Il se souciait peu des préférences de Vinka. « Je suis toujours assez beau pour elle. D'ailleurs, elle n'est jamais contente cette année. » Et l'apparente contradiction de ces deux boutades le fit sourire. Il se renversa à son tour sur la vague, laissa l'eau salée emplir ses oreilles d'un silence grondant. Un petit nuage couvrant le soleil haut, Phil ouvrit les yeux et vit passer au-dessus de lui les ventres ombrés, les grands becs effilés et les pattes sombres, repliées en plein vol d'un couple de courlis. Fichue idée, se disait Philippe. Non, mais qu'est-ce qui lui a pris ? Elle a l'air d'un singe habillé. Elle a l'air d'une mulâtre qui va communier. À côté de Vinka, une petite sœur, à peu près pareille, ouvrait des yeux bleus dans un rond visage cuit, sous des cheveux blonds en chaume raide et appuyée sur la nappe, à côté de l'assiette, des poings clos d'enfants bien élevés. Deux robes blanches pareilles habillaient la grande et la petite,
repassé, empesé en organdi à volant. Un dimanche à Tahiti, raya Philippe en lui-même. Je ne l'ai jamais vu si laide. La mère de Vinka, le père de Vinka, la tante de Vinka, Phil et ses parents, le Parisien de passage, cernaient la table de chandail vert, de blasers rayés, de vestons en tussor. La villa, louée tous les ans par les deux familles amies, sentait ce matin la brioche chaude et l'encaustique. L'homme grisonnant, venu de Paris, représentait, parmi ses baigneurs bariolés et ses enfants noircis, l'étranger délicat, pâle et bien vêtu. « Comme tu changes, petite Vinka, dit-il à la jeune fille. « Parlons-en, marmotta Phil, hargneux. » L'étranger se penchant vers la mère de Vinka pour lui avouer à mi-voix. Elle devient ravissante, ravissante. Dans 2 ans, vous la verrez. Vinka entendit, jeta un vif regard féminin sur l'étranger et sourit. La bouche pourpre se fendit sur une lame de dents blanches, les prunelles, bleues comme la fleur dont elle portait le nom, se voilèrent de cils blonds, et Phil lui-même fut ébloui. Et qu'est-ce qu'elle a? Dans le hall tendu de toile, Vinka servit le café. Elle évoluait roidement et sans heurte, avec une sorte de charme acrobatique. Un coup de vent ayant bousculé la table fragile, Vinka retint du pied une chaise renversée, du menton d'un apron de dentelle qui s'envolait, et ne cessa point de verser, en même temps, un jet impeccable de café dans une tasse. « Voyez là !» s'extasia l'étranger. Il la traita de Tanagra, l'obligea à goûter de la chartreuse, lui demanda les noms des amoureux qu'elle désolait au casino de Cancale. « Le casino de Cancale, mais il n'y a pas de casino à Cancale. » Elle riait, montrant le demi-cercle solide de toutes ses dents, virait comme une ballerine sur la pointe de ses souliers blancs. La ruse lui venait. Avec la coquetterie, elle ne tournait pas son regard vers Philippe, qui, sombre derrière le piano et le grand bouquet de chardon planté dans un seau de cuivre, la contemplait. « Je m'étais trompé, s'avoua-t-il. Elle est très jolie, voilà du nouveau. » Comme l'étranger, au son du phonographe, proposait à Vinka de lui apprendre le balancello, Philippe se glissa dehors, courut vers la plage et tomba en boule dans un creux de dune, où il mit sa tête sur ses bras et ses bras sur ses genoux. Une Vinka nouvelle, pleine d'insolence voluptueuse, persistait sous ses paupières fermées. Vinka coquette, bien armée, accrue tout à coup d'une chair ronde, Vinka méchante et rebelle à souhait. « Phil, mon Phil, je te cherchais, qu'est-ce que tu as ?» La séductrice, haletant, était auprès de lui. Il lui tirait ingénument les cheveux à poignée pour l'obliger à relever le front. « Je n'ai rien, » dit-il d'une voix enrouée. Il ouvrit les yeux avec crainte. Agenouillée dans le sable, elle froissait ses 10 volants d'organdi et se traînait comme une escouave. « Phil, je t'en prie, ne sois pas fâché. Tu as quelque chose contre moi? Phil, tu sais bien que je t'aime mieux que tout le monde. Parle-moi, Phil. » Il cherchait sur elle la splendeur éphémère qui l'avait irrité. Mais ce n'était plus qu'une Vinka consternée, une adolescente chargée, trop tôt, de l'humilité
des maladresses, de la morne obstination du véritable amour. Il lui arracha sa main qu'elle baisait. « Laisse-moi, tu ne comprends pas, tu ne comprends jamais rien, lève-toi, voyons. » Et il cherchait, lissant la robe froissée, nouant le ruban de la ceinture, calmant les raides cheveux dressés dans le vent, il cherchait à remodeler sur elle la forme de la petite idole entrevue. Les vacances, à présent, c'est l'affaire d'1 mois et demi. Quoi ? 1 mois ? Dit Vinka. Tu sais bien que je serai le 20 septembre à Paris. Pourquoi ? Ton père est libre jusqu'au 1er octobre, tous les ans. Oui, mais maman et moi, et Lisette, nous n'avons pas trop de temps. Du 20 septembre au 4 octobre, pour les affaires d'automne, une robe pour aller au cours, un manteau, un chapeau pour moi et la même chose pour Lisette. Je voulais dire nous, les femmes, enfin. Phil, couché sur le dos, jeta des poignées de sable en l'air. « Ah là là, vous, les femmes, vous en faites des embarras. Pour tout ça, faut bien, toi, tu trouves ton complet préparé sur ton lit. Tu t'occupes juste de tes chaussures, parce que tu les achètes chez un marchand où ton père te défend d'aller. Le reste, ça te pousse tout seul. C'est bien commode, vous les hommes. » Philippe s'assit d'un coup de rein, prêt à répondre à l'ironie. Mais Vinka ne se moquait pas, elle cousait, bordant d'un feston rose une robe en crépon du même bleu que ses yeux. Ses cheveux blonds, taillés à la Jeanne d'Arc, allongés lentement. Elle est divisée quelquefois sur la nuque et liée de rubans bleus, 2 courts balais couleur de blé au long de chaque joue. Depuis le déjeuner, elle avait perdu un de ses rubans et la moitié de sa chevelure battait, en rideau déployé, la moitié de son visage. Philippe fronça les sourcils. « Dieu, que tu es mal peignée, Vinka !» Elle rougit sous son hâle de vacances et lui jeta un humble regard en repoussant ses cheveux derrière l'oreille. « Je sais bien, je serai mal coiffée tant que mes cheveux seront trop courts. Cette coiffure-là, c'est en attendant. La laideur temporaire, ça t'est égal, dit-il durement. Je te jure que non, Phil. Honteux de tant de douceur, il se tut et elle leva sur lui les yeux étonnés, car elle n'attendait point de mansuétude. Lui-même crut à une trêve passagère de susceptibilité et s'apprêta aux reproches, au sarcasme enfantin, à ce qu'il appelait l'humeur lévrière de sa petite compagne. Mais elle sourit mélancoliquement, d'un sourire errant qui s'adressait à la mer calme, au ciel où le vent haut dessinait des fougères de nuages. « J'ai, au contraire, très envie d'être jolie, je t'assure. Maman dit que je peux encore le devenir, mais qu'il faut patienter. » Ses 15 ans fiers et gauches, entraînés à la course, salés, durcis, maigres et solides, la rendaient souvent pareille à une houssine cinglante et cassante, mais ses yeux d'un bleu incomparable, sa bouche simple et saine étaient des œuvres achevées de la grâce féminine. Patientez, patientez. Phil se leva, gratta du bout de son espadrille la dune sèche, perlée de petits escargots vides. Un mot détesté venait d'empoisonner sa sieste heureuse de lycéen en vacances, dont les 16 ans vigoureux s'accommodaient d'oisiveté, de langueur immobile, mais que l'idée d'attente, de passive évolution exaspérait. Il tendit les poings, bomba sa poitrine demi-nue, défia l'horizon. Patientez.
vous n'avez que ce mot-là à la bouche. Tous, toi, mon père, mes profs. Ah mon Dieu !» Vinka cessa de coudre pour admirer son compagnon harmonieux que l'adolescence ne déformait pas. Brun, blanc, de moyenne taille, il croissait lentement et ressemblait, depuis l'âge de 14 ans, à un petit homme bien fait, un peu plus grand chaque année. Et que faire d'autre, Phil? Il faut bien. Tu crois toujours que de tendre les deux bras et de jurer « Ah, mon Dieu !» ça y changera quelque chose. Tu ne seras pas plus malin que les autres. Tu te représenteras à ton bachot et, si tu as de la chance, tu seras reçu. « Tais-toi !» cria-t-il. « Tu parles comme ma mère. Et toi comme un enfant. Qu'est-ce que tu espères donc, mon pauvre petit, avec ton impatience ?» Les yeux noirs de Philippe la haïssaient parce qu'elle avait appelé mon pauvre petit. « Je n'espère rien, » dit-il tragiquement. « Je n'espère surtout pas que tu me comprennes. Tu es là, avec ton feston rose, ta rentrée, ton cours, ton petit train-train. Moi, rien que l'idée que j'ai 16 ans et demi bientôt. » Les yeux de la pervenche, étincelants de larmes d'humiliation, réussirent à rire. « Ah oui, tu te sens le roi du monde, parce que tu as 16 ans, n'est-ce pas? C'est le cinéma qui te fait cet effet-là ?» Phil la prit par l'épaule, la secoua en maître. « Je te dis de te taire. Tu n'ouvres la bouche que pour dire une bêtise. Je crève, entends-tu? Je crève à l'idée que je n'ai que 16 ans. Ces années qui viennent, ces années de bachot, d'examen, d'institut professionnel, ces années de tâtonnement, de bégaiement, où il faut recommencer ce qu'on rate, où on remâche 2 fois ce qu'on n'a pas digéré, si on échoue. Ces années où il faut avoir l'air, devant papa et maman, d'aimer une carrière pour ne pas les désoler, et sentir qu'eux-mêmes se battent les flancs pour paraître infaillibles, quand ils n'en savent pas plus que moi sur moi. Oh Vinka, Vinka, je déteste ce moment de ma vie. Pourquoi est-ce que je ne peux pas tout de suite avoir 25 ans ? Il rayonnait d'intolérance et d'une sorte de désespoir traditionnel. La hâte de vieillir, le mépris d'un temps où le corps et l'âme fleurissent, changé en héros romantique, cet enfant d'un petit industriel parisien. Il tomba assis au pied de Vinka et continua à se lamenter. Tant d'années encore, Vinka, pendant lesquelles je ne serai qu'à peu près homme, à peu près libre, à peu près amoureux. Elle posa sa main sur les cheveux noirs que le vent rebroussait au niveau de ses genoux et contint tout ce qu'une sagesse de femme agitait en elle. À peu près amoureux ? On peut donc n'être qu'à peu près amoureux ? Phil se tourna violemment vers son ami. Toi qui supportes tout ça, qu'est-ce que tu comptes faire ? Sous le noir regard, elle reprit sa petite figure incertaine. Mais la même chose, Phil, je ne passe pas mon bachot, moi. Tu seras quoi ? Tu te décides ou non pour le dessin industriel ou la pharmacie ? Maman a dit. Il rua de colère comme un poulain, sans se lever. Maman a dit. Oh, quelle graine d'esclave ! Qu'est-ce qu'elle a dit, maman ? Elle a dit, répéta Vinka docilement, qu'elle a des rhumatismes, que Lisette n'a que 8 ans et que sans aller chercher si loin, j'ai de quoi m'occuper chez nous, que bientôt je tiendrai les comptes de la maison, je devrais diriger l'éducation de Lisette, les domestiques, tout ça enfin. Tout ça ?
3 fois rien, que je me marierais. » Elle rougit, sa main quitta les cheveux de Philippe, et elle sembla espérer un mot qui ne prononça pas. Enfin que, jusqu'à ce que je me marie, j'ai de quoi m'occuper. Il se retourna, la toisa avec dédain. « Et ça te suffit ? Ça te suffit pour, voyons, 5, 6 ans, peut-être plus ?» Les yeux bleus vacillèrent, mais ne se détournèrent pas. « Oui, Phil, en attendant, puisqu'on n'a que 15 et 16 ans, puisqu'on est forcé d'attendre. » Il reçut le choc du mot détesté et faiblit. Encore une fois, la simplicité de sa petite compagne et la soumission qu'elle osait avouer, cette manière femelle de révérer des lards anciens et modestes, le laissait muet, déçu mais vaguement apaisé. Eût-il accepté Vinka exubérante, le nez tourné vers l'aventure et piétinant, comme une cavale à l'entrave, devant le long et dur passage de l'adolescence? Il appuya sa tête contre la robe de son ami d'enfance. Les genoux fins tressaillirent et se serrèrent, et Philippe songea, avec une fougue soudaine, à la forme charmante de ses genoux. Mais il ferma les yeux, livra le poids confiant de sa tête et demeura là en attendant. Phil atteignit le premier le chemin. 2 ornières de sable sec, mobile comme une onde, un talus médian d'herbes rares et rongé de sel, par où les charrettes viennent chercher le goémon après les grandes marées. Il s'appuyait sur les perches des 2 avenets et portait en bandoulière les 2 paniers à crevettes, mais il avait abandonné à Vinka les 2 minces gaffes appâtées de poissons crus et son blazer de pêche, l'orgue précieuse amputée de ses manches. Il s'accorda un repos bien gagné et consentit à attendre sa petite compagne fanatique qu'il venait d'abandonner dans le désert de rocs, de flaques et d'algues que découvrait la grande marée d'août. Il la chercha des yeux avant de se laisser glisser au creux du chemin. En bas de la plage des Glives, parmi les feux de 100 petits miroirs d'eau d'où rejaillissait le soleil, un béret de laine bleue, décoloré comme un chardon des dunes, marquait la place où Vinka, obstiné, cherchait encore la crevette et le tourteau rosé. « Si ça l'amuse !» souffla Philippe. Il se laissa glisser, épousa délicieusement de son torse nu l'ornière de sable frais. Près de sa tête, il entendait dans les paniers le chuchotement humide d'une poignée de crevettes et le grattement intelligent des pinces d'un gros crabe contre le couvercle. Phil soupira, atteint d'un bonheur vague et sans tache auquel la fatigue agréable, la vibration de ses muscles encore tendus par l'escalade, la couleur et la chaleur d'un après-midi breton chargé de vapeurs salines versées, chacune leur part. Il s'assit, les yeux éblouis par le ciel laiteux qu'ils avaient contemplé, et revit avec surprise le bronze nouveau de ses jambes, de ses bras et jambes de 16 ans, minces, mais d'une forme pleine, d'où le muscle sec n'avait pas encore émergé et qui pouvait énorgueillir une jeune fille autant qu'un jeune homme. Il essuya de la main sa cheville qui saignait, écorchée, et lécha sur sa main le sang et l'eau marine qui mêlaient leur sel. La brise, soufflant de terre, sentait le regain fauché, les tables, la menthe foulée, un rose poussiéreux, au ras de la mer, remplaçait peu à peu le bleu immuable qui régnait depuis le matin. Philippe ne sut pas se dire. Il est peu d'heures
dans la vie où le corps content, les yeux récompensés et le cœur léger, retentissant, presque vide, reçoivent en un moment tout ce qu'ils peuvent contenir, et je me souviendrai de celle-ci. Mais il suffit pourtant d'une clarine fêlée et de la voix du chevreau qu'il a balancé à son cou pour que les coins de sa bouche tressaillissent d'angoisse et que le plaisir emplisse ses yeux de larmes. Il ne se tourna pas vers les rochers mouillés où errait son ami, et de son émotion pure ne s'exhala point le nom de Vinka. Un enfant de 16 ans ne saurait appeler, au secours d'un délice inespéré, une autre enfant peut-être pareillement chargée. « Hep, petit !» La voix qui l'éveilla était jeune, autoritaire. Phil se tourna, sans se lever, vers une dame de blanc vêtue qui enfonçait, à 10 pas de lui, ses hauts talons blancs et sa canne dans le chemin du Goémon. « Dis-moi donc, petit, je ne peux pas mener mon auto plus loin dans ce chemin-là, n'est-ce pas ?» Par politesse, Philippe se leva, s'approcha et ne rougit que quand il fut debout, en sentant sur son torse nu le vent rafraîchi et le regard de la dame en blanc qui sourit et changea de ton. « Pardon, monsieur, je suis sûre que mon chauffeur s'est trompé. J'ai eu beau l'avertir. Cette route finit en sentier et ne va que vers la mer, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, madame, c'est le chemin du Goémon. »« Du Goémon ? Et à quelle distance se trouve le Goémon ?» Phil n'eut pas le temps de retenir un éclat de rire que la dame blanche imita complaisamment. « J'ai dit quelque chose de drôle ? Prenez garde, je vais vous tutoyer. Vous paraissez 12 ans quand vous riez. » Mais elle le regardait dans les yeux comme un homme. « Madame, le Goémon, ce n'est pas le Goémon, c'est du Goémon. » Lumineuse explication, approuva la dame blanche, et dont je vous suis bien obligée. Elle raillait d'une manière virile, condescendante, qui avait le même accent que son regard tranquille, et Philippe se sentit tout à coup fatigué, penchant et faible, paralysé par une de ces crises de féminité qui saisissaient un adolescent devant une femme. « Vous avez fait bonne pêche, monsieur ?»« Non, madame, pas beaucoup, c'est-à-dire Vinka a plus de crevettes que moi. »« Qui est Vinka, votre sœur ?»« Non, madame, c'est une amie. »« Vinka, un nom étranger ?»« Non, c'est-à-dire, ça signifie pervenche. »« Une amie de votre âge ? » ?»« Elle a 15 ans, j'en ai 16. »« 16 ans ?» répéta la dame blanche. Elle ne fit aucun commentaire et ajouta un moment après. « Vous avez du sable sur la joue. » Il s'essuya la joue avec emportement, à s'écorcher la peau, puis son bras retomba. « Je ne sens plus mes bras, songea-t-il. Je crois que je vais me trouver mal. » La dame blanche délivra Philippe de son regard tranquille et sourit. « Voici Vinka, » dit-elle en désignant le tournant du chemin où la jeune fille apparaissait, allant un filet à cadre de bois et le veston de Philippe. « Au revoir, monsieur Phil, » dit-il machinalement. Elle ne lui tendit pas la main et le salua d'un signe de tête 2 ou 3 fois répété, comme une femme qui répond « oui, oui » à une pensée cachée. Elle n'était pas encore hors de vue quand Vinka accourut. « Phil, qu'est-ce que c'est que cette dame ?» Des épaules et de tout le visage, il exprima qu'il n'en savait rien. « Tu ne la connais pas et tu lui parles ?» Phil toisa sa petite amie avec une malice qui renaissait en lui et secouait un joug passager.
Il percevait joyeusement leur âge, leur amitié déjà troublée, son propre despotisme et la dévotion hargneuse de Vinca. Ruisselante, elle montrait des genoux meurtris de Saint-Sébastien, parfaits sous leur épiderme balafré, des mains d'aides de jardinier ou de mousse, un mouchoir verdi la cravatait et son blouson sentait la moule crue. Son vieux béret poilu ne luttait plus avec le bleu de ses yeux et, sauf ses yeux anxieux, jaloux, éloquents, elle ressemblait à un collégien déguisé pour une charade. Phil se mit à rire et Vinca frappa du pied en lui jetant son blazer à la figure. « Veux-tu me répondre ?» Il passa nonchalamment ses bras nus dans les emmanchures vides du veston. « Bête, va. » C'est une dame avec son auto qui se trompait de route. Un peu plus, l'auto s'enlisait ici, je l'ai renseigné. Ah, assise, Vinca vidait ses espadrilles d'où pleuvaient les graviers mouillés. Et pourquoi est-ce qu'elle est partie si vite, juste au moment où je venais ? Philippe prit son temps avant de répondre. Il goûta de nouveau, en secret, l'assurance sans geste, le ferme regard de l'inconnu et son sourire méditatif. Il se souvint qu'elle appelait « monsieur » gravement, mais il se souvint aussi qu'elle avait dit « Vinca » tout court, d'une manière trop familière et un peu injurieuse. Il fronça les sourcils et son regard protégea l'innocent désordre de son ami. Il rêva un moment et trouva une réponse ambiguë qui satisfaisait en même temps son goût de secret romanesque et sa pudibonderie du jeune bourgeois. « Elle a aussi bien fait, » répondit-il. Il essaya de la prière. « Vinca, regarde-moi, donne-moi la main. Pensons à autre chose. » Elle se détourna vers la fenêtre et retira doucement sa main. « Laisse-moi, je suis découragée. » La grande marée d'août, amenant la pluie, emplissait la fenêtre. La terre finissait là, à la lisière du pré sableux. Encore un effort du vent, encore un soulèvement du champ gris labouré d'écume parallèle, et la maison, sans doute, voguerait comme une arche. Mais Phil et Vinca connaissaient la marée d'août et son tonnerre monotone, la marée de septembre et ses chevaux blancs échevelés. Ils savaient que ce bout de prairie demeurait infranchissable et leur enfance avait nagué tous les ans les lanières savonneuses qui dansaient, impuissantes, au bord rongé de l'empire des hommes. Phil rouvrit la porte vitrée, la referma avec effort, fit tête au vent et tendit son front à la pluie fine, vannée par la tempête, la douce pluie marine un peu salée qui voyageait dans l'air comme une fumée. Il ramassait sur la terrasse les boules cloutées d'acier et le cochonnet de buis, abandonné le matin, les tambourins et les balles de caoutchouc. Il rangea dans une resserre ses jouets qui ne l'amusaient plus, comme on range les pièces d'un déguisement qui doit servir longtemps. Derrière la fenêtre, les yeux de la pervenche le suivaient, et les gouttes glissantes le long de la vitre semblaient ruisseler de ses yeux anxieux, d'un bleu qui ne dépendait ni de l'étain jaspé du ciel, ni du plomb verdi de la mer. Phil plia les fauteuils de bois, retourna la table en rotin. Il ne souriait pas en passant à sa petite amie. Depuis longtemps, il n'avait plus besoin de se sourire pour se plaire, et rien aujourd'hui ne les conduisait à la joie. Encore quelques jours, 3 semaines, se dit Phil. Il essuya le sable de ses mains à une touffe de serpolet mouillé, chargée de fleurs et de petits frelons saisis par la pluie,
qui attendait, engourdi, le prochain rayon. Il respira sur ses pommes le frais parfum chaste et résista à une vague de faiblesse, de douceur, à une tristesse d'enfant de 10 ans. Mais il regarda contre la vitre, entre les longues larmes de la pluie et les corolles tournoyantes des volubilis défaits, le visage de Vinka, ce visage de femme qu'elle ne montrait qu'à lui, qu'elle cachait à tous derrière ses 15 ans de jeune fille raisonnable et gaie. Une éclaircie retint l'averse dans la nue, entr'ouvrit au-dessus de l'horizon une plaie lumineuse, d'où s'épanouit un éventail renversé de rayons d'un blanc triste. L'âme de Philippe s'élança au-devant de cette trêve, quêtant le bienfait, la détente que ses 16 ans tourmentés revendiquaient naïvement. Mais, tourné vers la mer, il sentait derrière lui la fenêtre fermée et Vinka appuyée à la vitre. Encore quelques jours, se répéta-t-il, et nous serons séparés. Que faire? Il ne songea même pas que la fin des vacances, l'an dernier, avait fait de lui un jeune garçon malheureux, puis calmé par le retour à Paris et l'externat, et résigné à des consolations dominicales. L'année dernière, Philippe avait 15 ans, chaque anniversaire relègue, dans un passé trouble et misérable, tout ce qui n'est pas Vinka et lui. L'aime-t-il donc à ce point? Il s'interrogea. Ne trouve pas d'autre mot que le mot amour et rejeta rageusement ses cheveux hors de son front. Ce n'est peut-être pas que je l'aime tant que ça, mais elle est à moi, voilà. Il se retourna vers la maison et cria dans le vent. « Vinka, viens, il ne pleut plus !» Elle ouvrit la porte et se tint sur le seuil comme une malade, en haussant une épaule contre son oreille d'un air craintif. « Viens, voyons, la mer redescend, elle va remporter la pluie. » Elle banda ses cheveux d'un foulard blanc noué sur la nuque et ressembla à une blessée. « Viens jusqu'au nez, au moins c'est sec sous le rocher. » Elle le suivit sans mot dire dans le sentier de la douane en corniche à flanc de falaise. Il foulait l'origan poivré et les derniers parfums de mélilot. Au-dessus d'eux, la mer claquait en drapeau déchiré et léchait honteusement les rocs. Sa force repoussait vers le haut de la falaise des bouffées tièdes qui portaient l'odeur de la moule et l'arôme terrestre des petites brèches où le vent et l'oiseau sèment en volant des graines. Ils parvinrent à leur retraite sèche, bien abrités sous une proue de rochers, air sans rebord d'où l'on semblait voguer vers la haute mer. Philippe s'assit à côté de Vinka, qui appuya sa tête sur son épaule. Elle paraissait épuisée et ferma aussitôt les yeux. Ses joues brunes, roses et rondes, sablées de grains roux, veloutées d'un duvet ras d'une suavité végétale, avaient pâli depuis le matin, de même que sa bouche fraîche, toujours un peu fendillée comme un fruit mordu par l'ardeur du jour. Après le déjeuner, au lieu d'opposer aux plaintes de son amoureux d'enfance, son bon sens habituel de petite bourgeoise intelligente, têtue et douce, elle avait éclaté en larmes, en aveux désespérés, en amère constatation qui haïssait leur jeunesse, l'avenir hors d'atteinte, la fuite impossible, la résignation inacceptable. Elle avait crié « Je t'aime !» comme on crie « Adieu !» et « Je ne peux plus te quitter » avec des yeux pleins d'horreur. L'amour grandit avant eux
avaient enchanté leur enfance et gardé leur adolescence des amitiés équivoques. Moins ignorant que Daphnis, Philippe révérait et rudoyait Vinca en frère, mais la chérissait comme si on les eût, à la manière orientale, mariés dès le berceau. Vinca soupira, rouvrit les yeux sans soulever la tête. « Je ne te fatigue pas, Phil ?» Il fit signe que non, admirant, si près des siens, ses yeux bleus dont le bleu, chaque fois plus doux à son cœur, palpitait entre des cils à pointe blonde. « Tu vois, dit-il, la tempête descend. Il y aura encore grosse mer à 4 heures du matin, mais nous tenons l'éclaircie, et ce soir un beau lever de pleine lune. Distinct, il parlait d'embellie, d'apaisement, menait Vinca vers des images sereines, mais elle ne répondit rien. « Tu viendras demain jouer au tennis chez les Jalons ?» Elle dit non de la tête, les yeux refermés, avec une fureur soudaine, comme si elle refusait à jamais le boire, le manger, le vivre. « Vinca !» pria Philippe sévèrement. « Il le faut, nous irons. » Elle entr'ouvrit la bouche, promena sur la mer un regard de condamnée. « Nous irons donc ?» répéta-t-elle. « À quoi bon n'y pas aller? À quoi bon y aller? Rien ne changera rien. » Ils songèrent tous deux au jardin des Jalons, au tennis, au goûter. Ils songèrent, amants purs et forcenés, au jeu qui les déguiserait demain encore en enfants rieurs et se sentirent recrus de fatigue. « Encore quelques jours, se dit Philippe, et nous serons séparés. Nous ne nous éveillerons plus sous le même toit, et je ne verrai Vinca que le dimanche, chez son père, chez le mien ou au cinéma. Et j'ai 16 ans. 16 et 5, 21. Des centaines de jours. Quelques mois de vacances, c'est vrai, mais dont la fin est atroce. Et pourtant, elle est à moi, elle est à moi. » Il s'aperçut alors que Vinca glissait de son épaule. D'un mouvement doux, insensible, volontaire, elle glissait, les yeux fermés, sur la pente du plateau de rochers, si étroit que les pieds de Vinca ballaient déjà dans le vide. Il comprit et ne trembla pas. Il pesa l'opportunité de ce que tentait son ami et resserra son bras autour des reins de Vinca pour ne se point délier d'elle. Il éprouva, en le serrant contre lui, la réalité bien vivante, élastique, la rigoureuse perfection de ce corps de jeune fille prête à lui obéir dans la vie, prête à l'entraîner dans la mort. Mourir? À quoi bon? Pas encore. Faut-il partir pour l'autre monde sans avoir véritablement possédé tout cela qui naquit pour moi? Sur ce roc incliné, il rêva de possession comme en peut rêver un adolescent timide, mais aussi comme un homme exigeant, un héritier âprement résolu à jouir des biens que lui destinent le temps et les lois humaines. Il fut, pour la première fois, seul à décider du sort de leur couple, maître de l'abandonner au flot ou de l'agripper à la saillie du rocher, comme la graine têtue qui, nourrie de peu, y fleurissait. Il hissa, resserrant ses bras en ceinture, le gracieux corps qui se faisait lourd et éveilla son ami d'un appel bref. « Vinca, allons !» Elle le contempla debout, au-dessus d'elle, le vit résolu, impatient, et comprit que l'heure de mourir était passée. Elle retrouva, avec un ravissement indigné,
le rayon du couchant dans les yeux noirs de Philippe, ses cheveux désordonnés, sa bouche et l'ombre, en forme d'aile, que dessinait sur sa lèvre un duvet viril, et elle cria « Tu ne m'aimes pas assez, Phil, tu ne m'aimes pas assez !» Il voulut parler et se tut, car il n'avait pas de noble aveu à lui faire. Il rougit et baissa la tête, coupable d'avoir, alors qu'elle glissait vers le lieu où l'amour ne tourmente plus, avant le temps, ses victimes, traiter son ami comme l'épave précieuse et scellée, dont le secret seul importe, et refuser Vinka à la mort. L'odeur de l'automne, depuis quelques jours, se glissait le matin jusqu'à la mer. De l'aube à l'heure où la terre, échauffée, permet que le souffle frais de la mer repousse l'arôme moins dense des sillons ouverts, des blés battus, des engrais fumants. Ces matins d'août sentaient l'automne. Une rosée tenace étincelait au pied des haies, et si Vinka ramassait, à midi, quelques feuilles de tremble, mûre et tombée avant son heure, le revers blanc de la feuille encore verte était humide et diamanté. Des champignons moites sortaient de terre et les araignées des jardins, à cause des nuits plus fraîches, rentraient le soir dans la resserre aux jouets et s'y rangeaient sagement au plafond. Mais le milieu des journées échappait aux raies de la brume d'automne, au fils de la Vierge tendue sur les ronciers chargés de mûres, et la saison semblait rebrousser chemin vers juillet. Au haut du ciel, le soleil buvait la rosée, putréfiait le champignon nouveau-né, criblé de guêpes, la vigne trop vieille et ses raisins chétifs, et Vinka avec Lisette rejetait, du même mouvement, le léger Spencer de tricot qui protégeait, depuis le petit déjeuner, le haut de leurs bras et leurs coups nus, bruns hors de la robe blanche. Il y eut ainsi une série de jours immobiles, sans vent, sans nuages, sauf des queues de chat laiteuses, lentes, qui paraissaient vers midi et s'évanouissaient, des jours si divinement pareils l'un à l'autre que Vinka et Philippe, apaisés, pouvaient croire l'année arrêtée à son plus doux moment, mollement entravé par un mois d'août qui ne finirait pas. Vaincus par la félicité physique, ils pensèrent moins à la séparation de septembre et quittèrent leur dramatique humeur d'adolescents déjà vieillis à 15 et 16 ans par l'amour prématuré, le secret, le silence et l'amertume périodique des séparations. Quelques jeunes voisins, leurs compagnons de tennis et de pêche, laissèrent la mer pour la Touraine. Les villas les plus proches se fermèrent. Philippe et Vinka demeurèrent seuls sur la côte, dans la grande maison dont le hall de bois verni sentait le bateau. Ils goûtèrent une solitude parfaite entre des parents qu'ils frôlaient à toute heure et ne voyaient presque pas. Vinka, occupée de Philippe, remplissait pourtant tous ses devoirs de jeune fille, cueillait au jardin des viornes et des clématites pelucheuses pour la table, au potager, les premières poires et les derniers cassis. Elle servait le café, tendait à son père, au père de Philippe, l'allumette enflammée, coupait et cousait des petites robes pour Lisette, et vivait, parmi ses parents fantômes qu'elle distinguait mal et entendait peu, une vie étrange. Elle y endurait la demi-surdité, la demi-cécité agréable d'un commencement de syncope. Sa jeune sœur Lisette échappait encore au sort commun et brillait de couleurs nettes et véridiques. Lisette ressemblait d'ailleurs à la pervenche
comme un petit champignon ressemble à un champignon plus grand. Si je mourais, disait Vinka à Philippe, tu auras toujours Lisette. Mais Philippe haussait les épaules et ne riait pas, car les amants de 16 ans n'admettent ni le changement, ni la maladie, ni l'infidélité, et ne font place à la mort dans leur dessein que s'ils la décernent comme une récompense ou l'exploitent comme un dénouement de fortune parce qu'ils n'en ont pas trouvé d'autre. Par le plus beau matin d'août, Phil et Vinka décidèrent d'abandonner la table familiale et d'emporter, dans une anse à leur taille, leur déjeuner, leur maillot de bain et Lisette. Les années précédentes, ils avaient souvent déjeuné seuls, en explorateurs, dans des creux de falaise, plaisir usé, plaisir gâté maintenant par l'inquiétude et le scrupule. Mais le plus beau matin rajeunissait jusqu'à ces enfants égarés et qui se tournaient parfois, plaintivement, vers la porte invisible par où ils étaient sortis de leur enfance. Philippe alla devant, sur le chemin de la douane, portant les avenets pour la pêche d'après-midi et le filet où teintait le litre de cidre mousseux et la bouteille d'eau minérale. Lisette, en chandail et maillot de bain, balançait le pain tiède noué dans une serviette, et Vinka fermait la marche, ficelée de suites bleues et de culottes blanches, chargée de paniers comme un âne d'Afrique. Au tournant accidenté, Philippe criait sans se retourner. « Attends, je vais prendre un des paniers. »« Ce n'est pas la peine, » répondait Vinka. Et elle trouvait moyen de diriger Lisette quand les fougères hautes submergeaient la petite tête et sa calotte de raides cheveux blonds. Ils choisirent leur crique, une faille entre deux rochers que les marées avaient pourvus de sable fin et qui s'évasait en cornes d'abondance jusqu'à la mer. Lisette quitta ses sandales et joua avec des coquilles vides. Vinka roula sur ses cuisses brunes sa culotte blanche et creusa le sable humide sous une roche pour y coucher au frais les bouteilles. « Tu veux que je t'aide ?» proposa mollement Philippe. Elle ne daigna pas répondre et le regarda en riant silencieusement. Le bleu rare de ses yeux, ses joues assombries par le fard chaud qu'on voit au brugnon d'espalier, la double lame courbe de ses dents brillèrent un moment avec une force de couleur inexprimable dont Philippe se sentit comme blessé. Mais elle se détourna et il la vit sans trouble aller, venir, se baisser agilement, libre et dévêtu comme un jeune garçon. « On le sait, va, que tu n'as pas apporté que ta bouche pour manger, » cria Vinka. « Ah, ces hommes !» L'homme de 16 ans accepta la raillerie et l'hommage. Il appela sévèrement Lisette, quand la table fut mise, mangea les sandwichs que lui beurrait son ami, mangea les sandwichs que lui beurrait son ami, but le cidre pur, trempa dans le sel la laitue et les dés de gruyère, lécha ses lécha sur ses doigts l'eau des poires fondantes. Vinka veillait à tout comme un jeune échanson au front ceint d'une bandelette bleue. Elle détachait pour Lisette l'arête des sardines, dosait la boisson, pelait les fruits, puis se hâtait de manger à grands coups de ses dents bien plantées. La mer descendante chuchotait bas, à quelques mètres, une batteuse à grains bourdonnait là-haut sur la côte, et la roche, barbue d'herbes et de fleurettes jaunes, distillait près d'eux une eau sans sel
qui sentait la terre. Philippe s'étendit, un bras plié sous la tête. « Il fait beau, murmura-t-il. Vinka, debout, les mains occupées à essuyer couteau et verre, laissa tomber sur lui le rayon bleu de son regard. Il ne bougea pas, cachant le plaisir qu'il ressentait lorsque son ami l'admirait. Il se savait beau à cette minute, les joues chaudes, la bouche lustrée, le front couché dans un désordre harmonieux de cheveux noirs. Vinka reprit sans mot dire sa besogne de petite squave et Philippe ferma les yeux, bercé par le reflux, une lointaine cloche de midi, la chanson à mi-voix de Lisette. Un prompt et léger sommeil descendit sur lui, sommeil de sieste, percé par chaque bruit, mais utilisant chaque bruit au profit d'un rêve tenace, gisant sur cette côte blonde, après une dînette d'enfant, il fut en même temps un fil très ancien et sauvage, dénué de tout, mais originairement comblé, puisqu'il possédait une femme. Un cri plus haut l'obligea à soulever ses paupières, près de la mer que l'éclat de midi et la lumière verticale privaient de sa couleur. Vinka, penché sur Lisette, soignait quelques écorchures, tirait une épine d'une petite main levée et confiante. L'image ne troubla pas le songe de Philippe, qui referma les yeux. Un enfant, c'est juste, nous avons un enfant. Son rêve viril ou l'amour, devançant l'âge de l'amour, se laissait lui-même distancer par ses fins généreuses et simples, fonça vers des solitudes dont il fut le maître. Il dépassa une grotte, un hamac de fibres creusé sous une forme nue, un feu rougeoyant qui battait de l'aile à ras de terre, puis perdit son sens divinatoire, sa puissance de vol, chavira et toucha le fond moelleux du plus noir repos. C'est incroyable ce que les jours raccourcissent. Pourquoi incroyable? Vous dites ça tous les ans à la même époque. Ce n'est pas vous qui changerez quelque chose au solstice, Marthe. Qui vous parle de solstice? Je ne lui demande rien au solstice, qu'il me rende l'appareil. L'inaptitude des femmes à certaines connaissances est bien curieuse. En voilà une à qui j'ai expliqué 20 fois le système des marées, et elle reste comme un mur devant la zizigie. Auguste, ce n'est pas parce que vous êtes mon beau-frère et que je vous écouterai plus que les autres. Seigneur, je n'en suis plus à m'étonner que vous ne vous soyez pas mariée, Marthe. Ma femme, pousse-moi le cendrier, veux-tu? Si je le pousse, ou veux-tu qu'Audebert mette les cendres de sa pipe? Madame Ferret, ne vous mettez pas martel en tête. Il y a assez de coquilles d'ormeaux que les enfants ont semées sur toutes les tables. C'est votre faute, Audebert. Le jour où vous leur avez dit « c'est joli, ces coquilles d'ormeaux », ça ferait des cendriers artistiques. Vous avez transformé leur vagabondage sur les rochers en mission de confiance. Pas vrai, Phil? Oui, monsieur Ferret. C'est même pour cette mission-là que votre fille a abandonné sa première entreprise commerciale, Ferret. Vinka avait inventé, savez-vous quoi? De s'aboucher avec Carbonieux, le grand marchand d'oiseaux et de graines, pour lui fournir des os de marga où les serins s'aiguisent le bec en cage. Vinka, dis un peu si je mens. Non,
monsieur Audebert. Elle est plus commerçante qu'on ne croit, la Matine. Je me reproche quelquefois. Oh, Auguste, tu vas recommencer ? Je recommencerai si je juge bon de recommencer. Voilà une enfant que tu prétends garder à la maison. Bon, quelle pâture donneras-tu à son activité morale et physique ? La même pâture qu'à la mienne. Tu ne me vois pas souvent me tourner les pouces, je crois, et puis je la marierai. Un point, c'est tout. Ma sœur est pour les vieilles traditions. Ce ne sont jamais les maris qui s'en plaignent. Bien dit, Madame Ferret, l'avenir d'une fille. Je sais bien que rien ne presse. 15 ans. Vinka a encore le temps de se découvrir une vocation. Hé, Vinka, tu entends ? Accusé, qu'avez-vous à dire pour votre défense ? Rien, monsieur Audebert. Rien, monsieur Audebert ? Ah, tu t'en fais une bile. Nos enfants se fichent pas mal de nous, Ferret. Et ils sont d'un calme ce soir. Ils ont mené une vie insensée. Vinka n'a plus de fond, pour ainsi parler, à sa culotte de pêche. Marthe. Quoi, Marthe ? Parce que j'ai parlé de culotte ? On n'est pas des Anglais. Devant un jeune homme. Ce n'est pas un jeune homme, c'est Phil. Qu'est-ce que tu dessines, mon vieux Phil ? Une turbine, monsieur Ferret. Mes compliments au futur ingénieur. Audebert, vous avez vu la lune sur le Groin ? Il y a 15 étés que je la vois se lever sur la mer. Cette lune d'août, et je ne m'en lasse pas. Quand on pense qu'il y a 15 ans, le Groin était nu, et que c'est le vent tout seul qui a semé ces petits arbres. Vous me racontez ça comme à un touriste, Ferret. Il y a 15 ans, je cherchais un coin sur la côte pour y manger mes premières 600 balles d'économie. Déjà 15 ans ? C'est vrai, Philippe ne marchait pas tout seul. Ma femme, viens regarder la lune. Je te demande un peu si tu l'as jamais vue depuis 15 ans, de cette couleur-là. Elle est, ma foi, elle est verte, absolument verte. Philippe leva sur Vinka des yeux inquisiteurs. On venait d'évoquer un temps où elle n'était visible pour personne et cependant déjà un peu vivante. Il ne gardait d'ailleurs aucun souvenir précis de l'époque où ils trébuchaient ensemble sur ce sable blanc des vacances. La petite forme ancienne, mousseline blanche et chair brunie, s'était dissoute. Mais quand il disait dans son cœur « Vinka », le nom appelé, inséparable de son ami, le souvenir du sable chaud aux genoux, serré et fuyant au creux des pommes. Les yeux bleus de la pervenche rencontrèrent ceux de Philippe et, comme eux impassables, se détournèrent aussitôt. « Vinka, tu ne montes pas te coucher ? » ?»« Pas tout de suite, maman, s'il te plaît. Je finis le gros feston de la barboteuse pour Lisette. » Elle parla d'une voix douce, puis rejeta loin d'elle et de Philippe les pâles ombres, à peine présentes, du cercle de famille. Phil, ayant dessiné une turbine, l'hélice d'un avion, le mécanisme d'une écrémeuse, ajouta sur les pales de son hélice les grands yeux ombrés qu'on voit aux ailes des pans de jour, quelques pattes délicates et des antennes. Puis il traça un V majuscule et le déforma jusqu'à ce qu'il ressemblât, le crayon bleu aidant, à un œil d'azur porté de longs cils, l'œil de Vinka. « Regarde, Vinka !» Elle se pencha, posa sur le papier sa main de sauvagesse, brune comme un bois dur, et sourit. « Tu n'es pas raisonnable. »« Qu'est-ce qu'il a encore fait ?» cria monsieur Audebert.
Les deux jeunes gens tournèrent vers la voix d'un air d'étonnement un peu hautain. « Rien, papa, dit Philippe. Des bêtises. J'ai mis des pattes à ma turbine pour qu'elle marche mieux. Ah, quand tu auras l'âge de raison, toi, je ferai une croix à la cheminée. Ce n'est pas 16 ans, c'est 6 ans qu'il a. » Vinka et Philippe sourirent avec politesse et bannirent encore une fois de leur présence les êtres vagues qui jouaient aux cartes ou brodaient auprès d'eux. Ils entendirent encore, comme au-delà d'un bourdonnement d'eau, quelques plaisanteries sur la vocation de Philippe, promis à la mécanique et aux applications de l'électricité, sur le mariage de Vinka, thème familier. Des rires s'élevèrent autour de la grande table parce que quelqu'un avait parlé d'unir Philippe à Vinka. Ah ah, autant marier le frère et la sœur. Ils se connaissent trop bien. L'amour, Madame Ferré, ça veut de l'imprévu, du coup de foudre. L'amour est enfant de bohème. Marthe, ne chante pas. Nous qui sommes si contents de tenir enfin le noroît et le bouton. Des fiançailles entre Vinka et lui ? Philippe sourit, plein de pitié condescendante. Des fiançailles ? À quoi bon ? Vinka lui appartenait, comme il appartenait à Vinka. Sagement, ils ont déjà escompté combien des fiançailles officielles à lointaine échéance troubleraient leur longue passion. Ils ont prévu les plaisanteries quotidiennes, les intolérables rires et aussi la défiance. Ils refermèrent, ensemble, le Judas par lequel, retranchés dans l'amour, ils communiquaient parfois avec la vie réelle. Ils envièrent, pareillement, la puérilité de leurs parents, leur facilité au rire, leur foi dans un avenir paisible. « Comme ils sont gais !» se dit Philippe. Il chercha sur le front gris de son père la trace d'une lumière, au moins d'une brûlure. « Oh !» décréta-t-il superbement, « le pauvre homme n'a jamais aimé. » Vinka fit un effort pour évoquer un temps où sa mère, jeune fille, souffrit peut-être d'amour et de silence. Elle lui vit des cheveux précocement blancs, un pince-nez d'or et cette maigreur qui faisait de Madame Ferré une femme si distinguée. Vinka rougit, réclama pour elle seule la honte d'aimer, le tourment du corps et de l'âme, et quitta les ombres vaines pour rejoindre Philippe sur un chemin où ils cachaient leurs traces et où ils sentaient qu'ils pouvaient périr de porter un butin trop lourd, trop riche et trop tôt conquis. Au tournant de la petite roue, Phil sauta à terre, jeta sa bicyclette d'un côté et son propre corps de l'autre sur l'herbe crayeuse du talus. « Oh, assez, assez, on crève. Pourquoi est-ce que je me suis proposé pour porter cette dépêche aussi ?» De la villa à Saint-Malo, les 11 kilomètres ne lui avaient pas semblé trop durs. La brise de mer le poussait et les 2 longues descentes plaquaient à sa poitrine, demi-nue, une fraîche écharpe d'air agité. Mais le retour le dégoûtait de l'été, de la bicyclette et de l'obligeance. Août finissait dans les flammes. Philippe rua des 2 pieds dans une herbe jaune et lécha sur ses lèvres la poussière fine des routes siliceuses. Il tomba sur le dos, les bras en croix. La congestion passagère noircissait le dessous de ses yeux comme s'il sortait d'un combat de boxe, et ses 2 jambes de bronze, nues hors de la petite culotte sportive, comptaient en cicatrices blanches, en blessures noires et rouges, ses semaines de vacances et ses journées de pêche sur la côte rocheuse.
J'aurais dû emmener Vinka, ricana-t-il. Quelle musique! Mais un autre Philippe, en lui, le Philippe épris de Vinka, le Philippe enfermé dans son précoce amour, comme un prince orphelin dans un palais trop vaste, répliqua au méchant Philippe: « Tu l'aurais portée sur ton dos jusqu'à la villa si elle s'était plainte. » « Ce n'est pas sûr, » protesta le méchant Philippe. Et le Philippe amoureux n'osa pas, cette fois, discuter. Il gisait au pied d'un mur que des pins bleus, des trembles blancs couronnés. Philippe connaissait la côte par cœur, depuis qu'il savait marcher sur 2 pieds et rouler sur 2 roues. C'est car Anna. J'entends la dynamo qui fait la lumière, mais je ne sais pas qui a loué la propriété cet été. Un moteur, derrière le mur, imitait au loin le clappement de langue d'un chien haletant, et les feuilles des trembles argentées se rebroussaient au vent comme les petits flots d'un rhu. Apaisé, Phil ferma les yeux. « Vous avez bien gagné un verre d'orangeade, il me semble, monsieur Phil, » dit une voix tranquille. Phil, en ouvrant les yeux, vit au-dessus de lui, inversé comme dans un miroir d'eau, un visage de femme penché. Ce visage, à l'envers, montrait un menton un peu gras, une bouche rehaussée de rouge, le dessous d'un nez aux narines serrées, irritable, et 2 yeux sombres qui, vus d'en bas, affectaient la forme de 2 croissants. Tout le visage, couleur d'ambre clair, souriait avec une familiarité point amicale. Philippe reconnut la dame en blanc, enlisée avec son auto dans le chemin du Goémon, la dame qu'il avait questionnée en le nommant d'abord « Eh petit », puis « Monsieur ». Il bondit sur ses pieds et salua de son mieux. Elle s'appuyait sur ses bras croisés, nue hors de sa robe blanche, et le toisait de la tête aux pieds, comme la première fois. « Monsieur », interrogea-t-elle gravement, « est-ce par vœu ou par inclination que vous ne portez pas de vêtements, ou si peu ?» Le sang rafraîchi remonta d'un flot aux oreilles, aux joues de Philippe, et redevint brûlant. « Mais non, madame, » cria-t-il d'un ton aigre, « c'est parce que j'ai dû porter au télégraphe la dépêche au client de papa. Et il n'y avait personne de près à la maison. On ne pouvait pourtant pas envoyer Vinka ou Lisette par ce temps-là. »« Ne me faites pas de scène, » dit la dame en blanc. « Je suis extrêmement impressionnable. Pour un rien, je fonds en larmes. » Ces paroles et son regard impassible où flottait un arrière-sourire blessèrent Philippe. Il saisit sa bicyclette par le guidon, comme on relevait rudement par le bras un enfant qui vient de tomber, et voulut se mettre en selle. « Prenez un verre d'orangeade, monsieur Phil, je vous assure. » Il entendit grincer une grille à l'angle du mur, et sa tentative de fuite le mena juste devant une porte ouverte. Une allée d'hortensias roses apoplectiques et la dame en blanc. « Je m'appelle madame d'Alleray, » dit-elle. « Philippe Audebert, » dit Phil précipitamment. Elle esquissa un geste d'indifférence et fit un « oh » qui signifiait « cela ne m'intéresse pas ». Elle marchait près de lui et subissait sans broncher le soleil sur ses cheveux noirs, tirés et brillants. Il se mit à souffrir de la tête et se crut insolé en retrouvant, auprès de madame d'Alleray, cet espoir, cette appréhension d'un évanouissement qui l'eût délivré de penser, de choisir ou d'obéir. « Totot, l'orangeade !» cria madame d'Alleray.
Phil tressaillit, réveillé. Le mur est là, se dit-il. Il n'est pas très haut. Je saute et il se retint d'achever mentalement. Et je suis sauvé. Pendant qu'il gravissait, derrière la robe blanche, un perron éblouissant, il appela à lui toute l'insolence de ses 16 ans. Quoi ? Elle ne me mangera pas si elle tient absolument à la placer, son orangeade. Il entra et crut perdre pied en pénétrant dans une pièce noire, fermée aux rayons et aux mouches. La basse température qu'entretenaient persiennes et rideaux tirés lui coupa le souffle. Il heurta du pied un meuble mou, chute sur un coussin, entendit un petit rire démoniaque, venu d'une direction incertaine, et faillit pleurer d'angoisse. Un verre glacé toucha sa main. « Ne buvez pas tout de suite, » dit la voix de Madame d'Alray. « Tototte, tu es folle d'avoir mis de la glace. La cave est assez froide. » Une main blanche plongea 3 d'eau dans le verre et les retira aussitôt. Le feu d'un diamant brilla, reflété dans le cube de glace que serraient les 3 doigts. La gorge serrée, Philippe but, en fermant les yeux, 2 petites gorgées dont il ne perçut même pas le goût d'orange acide, mais quand il releva les paupières, ses yeux habitués discernèrent le rouge et le blanc d'une tenture, le noir et l'or assourdis des rideaux. Une femme, qu'il n'avait pas vue, disparut, emportant un plateau tintant, un haras rouge et bleu sur son perchoir, ouvrit son aile avec un bruit d'éventail pour montrer son aisselle couleur de chair émue. « Il est beau ?» dit Phil d'une voix enrouée. « D'autant plus beau qu'il est muet », dit Madame d'Alray. Elle s'était assise assez loin de Philippe, et la fumée verticale d'un parfum qui brûlait, répandant hors d'une coupe l'odeur de la résine et du géranium, montait entre eux. Philippe croisa l'une sur l'autre ses jambes nues, et la dame en blanc sourit, pour accroître la sensation de somptueux cauchemar, d'arrestation arbitraire, d'enlèvement équivoque qui ôtait à Philippe tout son sang-froid. « Vos parents viennent tous les ans sur la côte, n'est-ce pas ?» dit enfin la douce voix virile de Madame d'Alray. « Oui, » soupira-t-il avec accablement. « C'est d'ailleurs un charmant pays que je ne connaissais pas du tout. Une Bretagne modérée, pas très caractéristique, mais reposante, et la couleur de la mer y est incomparable. » Philippe ne répondit pas. Il tendait le reste de sa lucidité vers son propre épuisement progressif et s'attendait à entendre tomber sur le tapis, régulière, étouffée, les dernières gouttes d'un sang qui quittait son cœur. « Vous l'aimez, n'est-ce pas ?»« Qui ?» dit-il en sursaut. « Cette côte cancalaise. » Depuis que Madame d'Alray lui avait offert un verre d'orangeade, Phil sentait sur ses lèvres et contre ses amygdales le choc, la brûlure de la boisson glacée. Il s'imaginait aussi qu'il n'avait bu de sa vie ni ne boirait désormais une orangeade aussi amère. Et pourtant, au moment où je l'ai bu, je n'en ai pas senti le goût. C'est après, longtemps après. Cette visite qu'il cachait à Vinka formait dans sa mémoire un point battant et sensible dont il précipitait ou calmait à son gré la fièvre bénigne. La vie de Philippe appartenait toujours à Vinka, à la petite amie de son cœur, née tout près de lui, 12 mois après lui, attachée à lui comme une jumelle à son frère jumeau, anxieuse comme une amante qui doit demain perdre son amant,
mais le rêve, ni le cauchemar ne dépendent de la vie réelle. Un mauvais rêve, riche d'ombres glaciales, de rouge sourd, de velours noir et or empiété sur la vie de fil, diminuée en segments d'éclipse, des heures normales du jour, depuis que dans le salon de Ker-Anna, par un après-midi torride, il avait bu le verre d'orangeade versé par l'impérieuse et grave dame en blanc. Le feu du diamant au bord du verre, le dé de glace, étincelant entre 3 doigts pâles, l'ara bleu et rouge, muet sur son perchoir, et son aile doublée d'un plumage blanc rosé comme la chair des pêches. L'adolescent doutait de sa mémoire en ressassant ces images d'un coloris brûlant et faux, décor créé peut-être par le sommeil, qui force jusqu'au bleu le vert des feuillages et donne à certaines nuances l'accent d'un sentiment. Il n'avait rapporté de sa visite aucun plaisir. Le souvenir même du parfum qui fumait dans une coupe paralysée, un temps, son appétit, lui infligeait des aberrations nerveuses. « Tu ne trouves pas, Vinka, que les crevettes sentent le benchoin aujourd'hui ?» Plaisir, l'entrée dans le salon fermé, le tâtonnement contre des obstacles mous et veloutés. Plaisir, l'évasion maladroite, le soleil en chape, soudain sur les épaules. Non, non, rien de tout cela ne ressemblait au plaisir, mais plutôt au malaise, au tourment d'une dette. « Je lui dois une politesse, » se dit Philippe un matin. « Rien ne m'oblige à passer pour un mufle. Il faut que je dépose des fleurs à sa porte. Et après, je n'y penserai plus. Mais quelles fleurs? Les reines marguerites du potager et les mufliers de velours lui parurent méprisables. Août finissant défleurissaient les chèvrefeuilles sauvages et les Dorothy Perkins enroulées au tronc des trembles. Mais un creux de dune entre la villa et la mer, emplis jusqu'au bord de chardon des sables, bleus dans leurs fleurs, mauves au long de leurs tiges cassantes, méritait de s'appeler le miroir des yeux de Vinka. Des chardons bleus, j'en ai vu dans un vase de cuivre chez Madame d'Alray. Offre-t-on des chardons bleus? Je les accrocherai à la grille. Je n'entrerai pas. Il attendit, avec la sagacité de ses 16 ans, le jour où Vinka, fatiguée, un peu malade, languissante et hérissée, une marche mauve sous ses yeux bleus, s'étendit à l'ombre, refusa le bain et la promenade. Il coupa et bottela secrètement les plus beaux chardons, en se blessant furieusement les mains à leur feuillage de fer. Il partit sur sa bicyclette par un doux temps breton qui voilait de brume la terre et mêlait à la mer un lait immatériel. Il roula, gêné par un pantalon de toile blanche et son plus beau veston de gros jersey, jusqu'au mur de Ker-Anna, marcha courbé vers la grille et voulut jeter dans le jardin sa botte de chardon, comme il se fût délivré d'une pièce à conviction. Il médita son geste, repéra l'endroit où le mur d'enceinte touchait presque la villa, fit tourner son bras en fronde et le bouquet vola dans l'air. Philippe entendit un cri, des pas sur le gravier, et une voix étouffée de colère qu'il reconnut cependant. « Si je tenais l'idiot qui a fait ça !» Se sentant insulté, il renonça à la fuite, et la dame en blanc, irritée, le trouva près de la grille.
Elle changea de figure en le voyant, dénoua ses sourcils joints, haussa les épaules. « J'aurais dû m'en douter, dit-elle, ce n'est pas très malin. » Elle attendit une excuse qui ne vint pas, car Phil, occupé à la regarder, la remerciait vaguement en lui-même d'être encore une fois vêtue de blanc, et le visage rehaussé discrètement de rouge aux lèvres, de bistre en halo autour des yeux. Elle porta une main à sa joue. « Tenez, je saigne. »« Moi aussi, » dit Philippe roidement. Et il tendit ses mains blessées. Elle se pencha, écrasa sous son doigt une petite perle de sang sur la paume de Phil. « Vous les avez cueillis pour moi ?» demanda-t-elle avec nonchalance. Il ne répondit que d'un signe, se gourmandant de manifester à une femme aimable et bien élevée des façons de rustre, mais elle n'en paraissait pas fâchée ni surprise. « Vous voulez entrer un moment ?» Il répondit de la même manière, et sa muette protestation fit voler ses cheveux autour de son visage, embelli d'une sévérité étrange et privé de toute autre expression. « Ils sont d'un bleu, un bleu indicible. Je les planterai dans mon brasereau de cuivre. » Le visage de Phil se détendit un peu. « Je le pensais, dit-il, ou bien dans un pot de grès gris. »« Oui, si vous le voulez, dans un pot de grès gris. » Une sorte de docilité dans la voix de madame d'Alray émerveilla Philippe. Elle s'en aperçut, le regarda dans les yeux, reprit son sourire aisé et presque masculin, et changea de ton. « Dites-moi, monsieur Phil, une question, une simple question. Ces beaux chardons bleus, vous les avez cueillis pour moi, pour me faire plaisir ? » ?»« Oui. »« C'est charmant, pour me faire plaisir. Mais avez-vous pensé plus vivement à mon plaisir de les recevoir ? Comprenez-moi bien, qu'à votre plaisir de les cueillir pour moi et de me les offrir ?» Il écoutait mal et la regardait parler comme un sourd muet, l'esprit attaché à la forme de sa bouche et au battement de ses cils. Il ne comprit pas et répondit au hasard. « J'ai pensé que ça vous serait agréable, et puis vous m'aviez offert de l'orangeade. » Elle retira sa main, qu'elle avait posée sur le bras de Phil, et rouvrit tout grand le battant à demi fermé de la grille. « Bien, mon petit, il faut vous en aller et ne plus revenir ici. »« Comment ? Personne ne vous a demandé de m'être agréable. Quittez donc l'obligeant souci qui vous amène aujourd'hui à me bombarder de chardons bleus. Adieu, monsieur Phil, à moins que... » Elle appuyait son front hardi à la grille promptement refermée entre eux et Toisé Philippe, immobile sur la petite route. « À moins qu'un jour je ne vous retrouve à cette place, revenu non pour payer d'un bouquet épineux mon orangeade, mais pour une autre raison. » »« Une autre raison ? Comme votre voix ressemble à la mienne, monsieur Phil. Cette fois-là, nous verrons si mon agrément est en jeu, ou le vôtre. Je n'aime que les mendiants et les affamés, monsieur Phil. Si vous revenez, revenez la main tendue. Allez, allez, monsieur Phil. » Elle quitta la grille et Philippe s'en alla, chassé et même banni. Il n'emportait pourtant qu'une fierté d'homme, et dans son souvenir l'arabesque noire de la grille couronnée, comme une branche de viorne,
un visage féminin tatoué sur la joue d'un signe de sang frais. Tu vas tomber, Vinka, ton espadrille est défaite, attends. Phil se baissa vivement, saisit les 2 rubans de laine blanche et les croisa sur une cheville brune, frémissante, sèche, jambe de bête fine, faite pour la course et le saut. Un épiderme durci, des cicatrices nombreuses n'en masquaient pas la grâce. Presque pas de chair sur l'ossature légère, juste assez de muscles pour assurer le galbe. La jambe de Vinka n'éveillait pas le désir, mais l'espèce d'exaltation que l'on voue à un style pur. Attends, je te dis, je ne peux pas rattacher tes cordons si tu marches. Non, laisse. Le pied nu, chaussé de toile, glissa entre les mains qui le tenaient et franchit, comme s'il s'envolait, la tête de Phil agenouillée. Il perçut l'odeur d'esprit de lavande, de linge repassé et d'algues marines qui composaient le parfum de Vinka, et la vit à 3 pas de lui. Elle regardait de haut en bas, et lui versait la lumière assombrie et troublée de ses yeux, dont le bleu refusait d'imiter les nuances changeantes de la mer. « Qu'est-ce qui te prend ?» En voilà des caprices. Je sais rattacher une sandale, peut-être. Je t'assure, Vinka, tu deviens impossible. La posture chevaleresque de Phil seyait mal à son visage offensé de dieu latin, doré, couronné de cheveux noirs, à peine menacé dans sa grâce par l'ombre, poil dru demain, duvet de velours aujourd'hui, de la moustache ficture. Vinka ne se rapprochait pas de lui. Elle semblait étonnée et essoufflée comme si Phil l'eût poursuivie. « Qu'est-ce que tu as ? Je t'ai fait mal ? Tu as une épine ?» Elle répondit non d'un signe, s'adoucit, tomba assise parmi la sauge et les renouées roses, tira l'ourlet de sa robe jusqu'à ses chevilles. Une célérité anguleuse et plaisante, un équilibre exceptionnel comme un don chorégraphique, gouvernait tous ses mouvements. Sa tendre et exclusive camaraderie avec Phil l'avait formée au jeu garçonnier, à une rivalité sportive qui ne cédait pas encore devant l'amour, né cependant en même temps qu'elle. Malgré la force, chaque jour monstrueusement accrue, qui chassait hors d'eux peu à peu la confiance, la douceur, malgré l'amour qui changeait l'essence de leur tendresse, comme l'eau colorée qu'elles boivent change la couleur des roses, ils oubliaient quelquefois leur amour. Philippe ne se tint pas longtemps le regard de Vinka, dont l'azur assombri ne contenait aucun reproche. Elle paraissait seulement surprise et respirait vite, comme la biche qu'un promeneur rencontre en forêt et qui balance, émue, au lieu de gagner le large. Elle interrogeait son propre instinct, plutôt que le jeune garçon agenouillé dont elle avait fui la main. Elle savait qu'elle venait d'obéir à la défiance, à une espèce de répulsion, non à la pudeur. Il n'était pas question de pudeur aux côtés d'un si grand amour, mais la pureté vigilante de Vinka percevait, par des avertissements soudains, une présence féminine auprès de Philippe. Il arrivait qu'elle flairât l'air autour de lui, comme s'il eût, en secret, fumé ou mangé une friandise. Elle interrompait leur causerie par un silence aussi impérieuse qu'un bond, par un regard dont il sentait le choc et le poids.
elle délivrait sa main de la main amie, plus petite mais moins fine que la sienne, où sa main reposait pendant la promenade sur la route avant le dîner. Sa troisième, sa quatrième visite à Madame d'Alray, Phil les avait sans peine cachés à Vinca. Mais que valaient la distance et les murailles contre l'antenne invisible qui, d'une âme éprise, s'élance, palpe, découvre la flétrissure et se replie, greffé sur leur grand secret, le petit secret parasite Tare et Philippe, innocent en fait, d'une difformité morale. Vinca maintenant le trouvait doux lorsqu'il eût dû, confiant dans son despotisme d'amant fraternel, la traiter en esclave. Un peu de l'aménité des maris infidèles se glissait en lui et le rendait suspect. Ayant morigéné l'étrange humeur de Vinca, Philippe garda cette fois son air rogue et reprit le chemin de la villa en se retenant de courir. Goûterait-il dans une heure à Carana, comme Madame d'Alray l'en avait prié? Prier, celle-là ne savait qu'ordonner et conduire avec une dureté dissimulée celui qu'elle élevait au rang de mendiant et d'affamé. Mendiant rebelle à l'humilité et qui pouvait, loin d'elle, songer sans gratitude à la ferseuse de boissons fraîches, à la peleuse de fruits dont les mains blanches savaient et soigner le petit passant novice et bien tourné. Mais faut-il nommer novice l'adolescent que l'amour a, dès l'enfance, sacré homme et gardé pur, où elle trouvait une victime facile, enchantée de se soumettre? Madame d'Alray rencontrait un antagoniste ébloui et circonspect. La bouche altérée et les mains tendues, le mendiant ne prenait pas figure de vaincu. Il se défendra, conjecturait-elle. Il se garde. Elle n'en était pas encore au point de dire « elle le garde ». Philippe put crier de la maison et Vinca restait sur le pré sableux. « Je vais chercher le second courrier. Tu n'as pas de commission ?» Un signe de refus tendit autour de la tête de Vinca, ses cheveux égaux en roue ensoleillés, et Philippe se jeta sur sa bicyclette. Madame d'Alray ne semblait pas l'attendre et lisait, mais l'ombre étudiée du salon, la table presque invisible, d'où montaient les odeurs de la pêche tardive, du melon rouge de Chypre coupé en croissants d'astre et du café noir versé sur la glace pilée, le renseignèrent. Madame d'Alray laissa son livre et lui tendit une main sans se lever. Il voyait dans l'ombre la robe blanche, la main blanche, les yeux noirs, isolés dans leur halo de bistre, bouger avec une lenteur inaccoutumée. « Peut-être que vous dormiez ?» dit Phil, en se forçant à une obligeance mondaine. « Non, certainement non. Il fait chaud? Vous avez faim? Je ne sais pas. » Il soupira, sincèrement indécis, pris, dès l'entrée à Carena, d'une sorte de soif et d'une sensibilité aux odeurs comestibles qui eût ressemblé à l'appétit si une anxiété sans nom n'eût en même temps serré sa gorge. Son hôtesse le servit pourtant et il huma, sur une petite pelle d'argent, la chair rouge du melon poudré de sucre, imprégnée d'un alcool léger à goût d'anis. « Vos parents vont bien, monsieur Phil ?» Il la regarda, surpris.
Elle paraissait distraite et ne semblait pas avoir entendu sa propre voix. Du bord de sa manche, il accrocha une cuillère qui tomba avec un son de clochette faible sur le tapis. Maladroit, attendez. D'une main, elle lui saisit le poignet. De l'autre main, elle releva jusqu'au coude la manche de fil et garda fermement, dans sa main gauche, le bras nu. « Laissez-moi » cria Phil très haut. Il fit un violent mouvement du bras. Une soucoupe se brisa à ses pieds. Dans le bourdonnement de ses oreilles tintait l'écho du cri de Vinka. « Laisse !» Et il tourna vers Madame d'Alray un regard plein de courroux et de questions. Elle n'avait pas bougé et la main qu'il avait rejetée gisait ouverte sur ses genoux comme une conque creuse. Philippe mesura longuement cette immobilité significative. Il baissa la tête, vit passer devant lui 2 ou 3 images incohérentes, inéluctables, de vol comme l'on vole en songe, de chute comme l'on choit en plongeant, à l'instant où les plis de l'onde vont joindre le visage renversé, puis, sans élan, avec une lente réfléchie, avec un courage calculé, il remit son bras nu dans la main ouverte.